À l'ordre du jour ce soir, qui désire le télétravail? Jusqu'en mars dernier, il concernait à peine 3% de la population active, 10% selon les secteurs à raison d'une demi ou d'une journée par semaine, souvent considéré comme une faveur, un privilège, fantasmé par une partie des salariés. Avec la crise du Covid, le télétravail ou encore le travail à distance en mode dégradé s'est pourtant invité dans la vie de près de 40% des salariés français en 2020, un chiffre qui monte à 70% chez les cadres, et il risque de rester une réalité pour nombre d'entre eux en cette année 2021 qui commence tout juste. Dans la foulée de cette expérimentation forcée, un accord national interprofessionnel, un ANI, a vu le jour il y a un peu plus d'un mois, dans la douleur. Quel regard portons-nous aujourd'hui sur une pratique qu'on disait peu compatible avec la culture du travail en France? Quelques données commencent à émerger entre autonomie retrouvée et risque d'exclusion chez les salariés ou encore volonté de contrôle et perspectives d'économie chez les employeurs. Où en est le désir de télétravail en ce début d'année 2020? Nous en parlons ce soir avec François Dupuis. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes sociologue, spécialiste de l'organisation du travail, vous êtes expert en résidence à l'EDEC. Avec nous aussi Emmanuelle Barbara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate spécialiste du droit du travail. Et enfin, Christophe Nguyen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue du travail, vous êtes spécialiste de la qualité de vie en entreprise et en risques psychosociaux. Le mot d'ordre est clair. Restez chez vous. Je vous vois pas. Je vous entends pas. Moi non plus, ça marche pas. Faut que tu coupes ton micro là, sinon ça fait un écho. Voilà. Ah, ça y est. Alors là, c'est mon bureau, donc qui est venu s'installer sur le bar, puisque je suis en télétravail. Je travaille de chez moi, j'ai souvent, régulièrement des douleurs. J'ai une chaise pliante en plastique qui est épuisante. J'ai ma table qui descend un peu bas, je peux pas croiser mes jambes par exemple. Je n'ai pas de repose-pied. J'ai un écran tout petit, alors que normalement j'ai deux grands écrans. Non, mes conditions de travail sont pas bonnes. Il est 9h, j'ai un message de ma chef. Télétravail à 100% depuis mars. Je vis seule, c'est l'enfer, je deviens dingue. Pourquoi de 9h05, 9h06? Il a fait 9h. On est tous au garde à vous. SOS, télétravail depuis mars, plus 10 kilos, stimulation intellectuelle zéro, je suis épuisée, rincée. Vu que tous les managers le font, je pense que c'est une demande pour bien vérifier qu'on est devant notre écran. Si demain je veux aller travailler à la campagne, à la mer, en Alsace, en Ardèche ou en Bretagne, je peux le faire quand je veux à ma guise et tout en continuant à télétravailler à distance, sans que ça nuise à ma productivité. Ça, c'est très intéressant. Je gagne quasiment plus d'1 heure et demie sur ma journée, parce que j'ai pas mon temps de transport. Bonjour Cindy. Stéphane n'est pas là? Non, cet après-midi. Une illustration sonore d'une partie de la réalité vécue par une partie des Français, montée par Vanessa Nadjar. Cette arrivée du télétravail dans la vie des Français, selon un sondage de l'APEC qui date de la mi-décembre, à l'issue de cette entrée en matière dans le télétravail, près de 83% des salariés français aspireraient aujourd'hui à un modèle hybride, mais différents indicateurs qui émergent ces dernières semaines semblent nous montrer que le désir de télétravail n'est pas unanimement partagé, en tout cas parfois qu'il a même carrément changé de camp. Alors François Dupuis, vous êtes sociologue du travail, je l'ai dit, spécialité des organisations, vous êtes expert en résidence à l'EDEC et vous avez mené entre mars et septembre 2020, si je ne m'abuse, avec deux autres spécialistes du travail que sont Sébastien Oléon et Cécile Rouault, un programme d'études qualitatives que vous avez mené auprès de 9 organisations, dont 7 entreprises. Vous publiez les résultats de ces études assez passionnants dans une tribune parue dans Le Monde, c'était mardi dernier. Dans les grandes lignes, en un mot, pour commencer, est-ce que vous avez l'impression que le télétravail est toujours désirable à l'issue de ces quelques mois d'expérimentation forcée? Alors, d'abord, il faut dire que les salariés sont relativement raisonnables dans la demande de télétravail. Dans l'étude que nous avons faite et ensuite diverses études l'ont confirmé, les salariés ne demandent pas le 100% de télétravail, même si dans votre reportage on a entendu quelqu'un de très privilégié qui disait qu'il pouvait travailler n'importe où. Donc quand on interviewe les salariés, et nous en avons interviewé 500, il est clair que ce qu'ils disent c'est on voudrait avoir entre 2 ou 3 jours de télétravail, c'est toujours entre 2 ou 3 jours, et 2, on ne peut pas
avoir uniquement du télétravail, la vie sociale, la rencontre avec les collègues est quelque chose d'absolument essentiel. Et il y a un indicateur qu'il a bien montré, c'est que les plus réticents au télétravail dès le début ont été les plus jeunes. Ce qui pouvait apparaître comme un paradoxe, puisque les plus jeunes sont supposés bien manier la technologie. Et en fait, quand on les a interrogés, on leur a demandé « Mais pourquoi vous êtes contre le télétravail ?» Ils ont expliqué que leur métier, ce qu'ils allaient avoir à faire, ça ne s'apprend pas par le télétravail, ça s'apprend par, effectivement, le fait de parler aux collègues, à ceux qui savent, échanger des expériences. Et je terminerai en disant, il est clair que là, nous parlons d'un télétravail de crise. Et d'ailleurs, dans l'accord, c'est mentionné, le problème du télétravail de crise. Reste à savoir ensuite comment les choses se stabiliseront si, comme on l'espère tous, on sort de cette période de crise. Évidemment, et c'est ce dont on va parler. On va revenir évidemment aussi sur les données que dévoile votre enquête, parce qu'elles sont assez intéressantes. Emmanuelle Barbara, vous êtes avec nous, vous êtes avocate spécialiste du droit du travail. La plupart, il faut dire l'immense majorité de vos clients sont plutôt des employeurs. Alors vous avez publié une tribune un peu plus tôt dans l'année, dans le Parisien, dans lequel vous disiez que pour vous, le télétravail ouvrait de nouvelles perspectives, notamment en matière de droit du travail. En quoi est-ce que vous considérez, et encore aujourd'hui peut-être, que le télétravail est une opportunité ? Oui, bonsoir. Le télétravail est une opportunité lorsqu'on le regarde sous un angle, j'allais dire, strictement juridique. Or, jusqu'à présent, cette expérience en grand que nous avons collectivement vécue au titre du confinement numéro 1, un peu différemment au titre du confinement numéro 2, fait que, comme le disait François Dupuis, nous sommes toujours dans une sorte de télétravail vu comme une nécessité d'abord à vocation sanitaire. Maintenant, si l'on projette le télétravail dans un contexte qui n'est pas encore celui que nous éprouvons aujourd'hui, on peut en effet considérer que dès lors qu'il est l'expression d'un volontariat, notamment du salarié, car c'est quand même sur lui que repose ce dispositif dès lors qu'il est donc accepté par lui et par son employeur, alors forcément cela ouvre des perspectives de rapport au travail, voire de multiplication, si je puis dire, d'activités beaucoup plus fortes, puisque ne plus aller sur un lieu de travail donné, mais disposer de son univers chez soi ou, j'insiste, ailleurs également, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les tiers lieux, et de cela il faudra qu'on en discute probablement davantage à l'avenir, permet de nouer des connexions différentes, permet de nouer des perspectives ou des projets qui ouvrent un champ d'exploration qui n'était jusqu'à présent pas possible ou pas favorisé dès lors que l'unité de temps d'action et de lieu était celui de la définition classique de ce que voulait dire être au travail. Donc les perspectives ou les opportunités s'ouvrent sur des champs qu'il conviendra d'explorer ultérieurement. On n'en est vraiment pas là encore. On n'en est pas là, vous l'avez dit, et il faudra qu'on revienne évidemment sur la notion du salariat tel qu'il existe dans le Code du travail, parce que je crois par ailleurs que le télétravail a fait une apparition extrêmement tardive dans notre Code du travail français. Christophe Nguyen, vous êtes un petit peu, alors pas forcément moins enthousiaste, mais en tout cas vous arrivez avec des données qui vous sont propres, puisque vous êtes psychologue du travail, vous êtes donc, je l'ai dit, spécialiste de la qualité de vie au travail et des risques psychosociaux dans un cabinet de conseil qui s'appelle Empreinte Humaine, et qui a réalisé, je crois, 5 baromètres au cours de cette année 2020, où vous avez interviewé près de 10 000 personnes en collaboration avec Opinionway, donc des sondages pendant les confinements, mais aussi entre, j'allais dire après, même si on n'est pas tout à fait sorti de cette phase. Oui. Qu'est-ce qu'ils racontent, ces baromètres? Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que peut-être l'enthousiasme ou l'idée de perspective est peut-être nuancée par ces indicateurs dont vous disposez aujourd'hui? Oui. Oui, effectivement, on a mesuré donc sur 5 temps pendant cette période de 2020 ce qu'on appelle les niveaux de santé psychologique, l'état mental des salariés français, en particulier les niveaux de détresse psychologique. Et ce qui est assez frappant par rapport à l'expérience du télétravail, c'est qu'il y a eu un enthousiasme très fort sur toutes les modalités de télétravail lors du premier confinement. Je pense que c'était une découverte pour beaucoup, un accès à quelque chose qui n'était pas possible avant. Et en particulier pour les télétravailleurs à 100%, ils étaient 9 sur 10 à dire qu'ils voulaient continuer
à pouvoir travailler sous cette modalité. Et on voit qu'avec le temps, le facteur durée a pesé également sur la santé mentale, parce que au premier confinement, il n'y avait pas de différence en matière de santé psychologique entre ceux qui télétravaillaient à 100% en hybride ou ceux qui étaient encore dans les locaux ou en chômage partiel. Par contre, avec le temps, plus on faisait de journées de télétravail, et en particulier entre les deux confinements, plus on avait de la détresse psychologique qui augmentait. Donc on voit bien que ça a pesé sur la santé mentale pour plusieurs raisons. En tant que tel, les salariés, on va dire, font la part des choses. Ils savent très bien que ce télétravail n'est pas tout à fait le même que celui qui serait en rythme de croisière normal, négocié, pensé. Cela dit, ils sont toujours 9 sur 10 à vouloir un modèle dit hybride. Mais sur le 100% télétravail, on a vu vraiment une diminution de ce souhait de continuer à travailler à 100%. En particulier sur ceux qui ont été en télétravail à 100%, ils le sont toujours, on voit qu'il y a un détachement vis-à-vis du travail qui est beaucoup plus fort, un attachement à l'entreprise qui s'est effrité avec le temps. Ils sont beaucoup plus nombreux, significativement, statistiquement, à dire qu'ils restent chez leur employeur actuel, faute de mieux. Donc on voit que ça pèse aussi sur les relations, ça pèse sur le sens qu'on donne à son travail. Ils sont beaucoup plus nombreux, ceux-là, à dire je perds le contact avec la réalité, ce que je fais est beaucoup plus monotone qu'avant, d'être toute la journée derrière son écran, d'une certaine façon ça appauvrit son expérience du travail, au-delà du collectif en tant que tel, même si, et ça peut paraître paradoxal, on se sent individuellement beaucoup plus performant. Ils sont 7 sur 10 à dire je suis plus performant en télétravail. Individuellement, oui. Ça peut être les mêmes personnes qui répondent ces deux choses. C'est-à-dire, je me sens loin de mon entreprise, mais je me sens plus performant. Bien sûr, dans une perspective individualiste. Et on voit bien que le sujet, c'est aussi la performance collective et la collaboration. Comment, finalement, je peux retrouver une utilité à travailler avec des collègues, avec un management qui est adapté. Donc, je pense que c'est très intéressant de suivre comment les choses vont évoluer et que ça dépend énormément aussi des conditions physiques, du télétravail, du job qu'on a, des usages numériques qu'on a et de notre appétence à cela. François Dupuis, je crois que c'est des considérations qui rejoignent un petit peu les données que vous avez eues donc sur ces études qualitatives. On est sur des entretiens, on est sur d'autres méthodes de comprendre pour comprendre le réel. Mais vous dénotez aussi dans cette tribune que vous publiez, et ces études qui ont des résultats plus riches encore, vous pointez aussi dans cette étude des phénomènes d'exclusion. Qu'est-ce qui s'est produit finalement dans les entreprises ? Surtout, quelles sont les entreprises chez lesquelles ça a plutôt fonctionné et où il reste un désir de télétravail, ou est-ce qu'il y a eu une forme de désillusion aussi ? Alors, il est clair que vous avez, dans ce que vous me demandez, deux questions et qui sont effectivement totalement liées l'une à l'autre. C'est vrai que le télétravail a produit des phénomènes d'exclusion peu visibles à l'œil nu d'ailleurs, à part le premier. Donc nous avons deux phénomènes d'exclusion. Le premier, il était assez naturel, c'est-à-dire que comme on est dans un télétravail de crise, brutalement il a fallu mettre un nombre considérable de gens en situation de télétravail et les réseaux et les bandes passantes n'étaient pas suffisantes pour arriver à connecter tout le monde en même temps. Donc les entreprises ont été amenées à faire des choix, décider qui était prioritaire dans la connexion et qui ne l'était pas, mais dès lors que vous dites qui ne l'était pas, vous excluez un certain nombre de gens, et je voudrais dire qu'il y a des gens qui sont restés 1 à 2 mois sans pouvoir réellement travailler. Du coup, ça veut dire que cette population-là d'exclus s'est posé la question sur la valeur de son travail, sur pourquoi finalement ils n'étaient pas connectés, est-ce qu'on avait réellement besoin d'eux? Et ce que l'on a pu observer et qui était très intéressant, c'est que lorsqu'il y a eu un retour en présentiel vers le mois de juin-juillet, c'est cette catégorie-là qui avait été exclue finalement de la connexion qui a été la plus réticente à retourner en présentiel, tout simplement parce qu'elle répondait à cette exclusion par une autre forme d'exclusion. Et puis il y a eu une deuxième exclusion qui, elle, alors est beaucoup plus difficile à percevoir et que c'est vrai que seules des interviews nous ont permis de mettre le doigt dessus, qui est que finalement, les entreprises, quand elles ont mis les gens en télétravail, leur ont dit, pour communiquer, pour faire vos réunions, vos visioconférences, vous allez utiliser tel ou tel ou tel outil. Je cite personne pour ne pas faire de publicité. Mais en même temps, elles ont interdit qu'on en utilise tout autre. Or, les salariés se sont dit, mais pourquoi on ne constituerait pas nous-mêmes nos propres groupes? Mais c'est des groupes qui ne se constituaient pas seulement sur une base de groupes de travail, mais les gens qui constituaient ces groupes, généralement on voit via WhatsApp, les constituaient
constitué à partir de ce que l'on aime bien, ce que l'on pense qui seront utiles, ce que l'on pense qui ont un sens du collectif, et du coup, on a exclu de facto ce qui, au travail, ne paraissait pas soit motivé ou ne paraissait pas capable d'apporter quoi que ce soit. Et c'est donc un deuxième phénomène d'exclusion qui s'est produit à ce moment-là. Un phénomène d'exclusion par affinité, c'est ça que vous décrivez, qui est voilà, c'est le bon mot, c'est-à-dire que ça a constitué des groupes affinitaires par opposition à des groupes de travail, liés au travail. Et on peut dire que pour l'avenir, ça peut constituer une menace pour les entreprises, parce que ça veut dire que les salariés eux-mêmes redéfinissent via ces groupes-là qui est utile et qui n'est pas utile dans le travail. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être noter un point, c'est que ce qui a donné ces groupes affinitaires, eh bien, c'est que dès le début du confinement, et nous avons eu avec mes deux collègues la possibilité d'analyser les Français face au confinement avant de les analyser face au travail, eh bien, les groupes WhatsApp familiaux ont appris comment on pouvait retisser des liens avec la famille éloignée, etc., que c'était très pratique, que ça permettait de bien converser, et on l'a transposé au travail. Sur la deuxième partie de votre question, on s'est demandé quelles étaient les entreprises auxquelles le télétravail ne posait aucun problème et celles au contraire pour qui ça venait perturber les façons traditionnelles de travailler. Alors on a pu penser que celles avec qui ça marchait bien, c'est celles qui étaient préparées et celles pour lesquelles ça marchait mal, c'est celles qui n'étaient pas préparées. Et en fait non, c'est pas ça l'explication. Ce que nous avons vu, c'est que le télétravail ne pose pas de problème à ce que j'appelle dans mon jargon sociologique les bureaucraties classiques, c'est-à-dire celles dans lesquelles le rythme du travail est relativement prévisible, les réunions sont programmées à l'avance, on sait ce que l'on a à faire. Bref, d'un certain point de vue, ces modalités de travail de ces bureaux classiques se transposent assez facilement dans le télétravail. À l'opposé, si vous regardez ce que moi j'appelle les organisations ouvertes, mais on peut les appeler comme on veut, celles dans lesquelles on a des contacts très directs avec le client, celles dans lesquelles pour répondre au client il faut improviser des réunions, il faut être mobilisable à tout instant et il faut être capable de se réunir sur des groupes qui ne sont pas des groupes qui existaient précédemment. Bref, ça nécessite une souplesse qui, elle, est contradictoire avec le télétravail. Eh bien, dans ces entreprises-là, le télétravail a plutôt constitué une régression des modes de fonctionnement, alors que dans les premières, ça n'a pas perturbé. Et il est remarquable de constater que les dirigeants dans le premier groupe d'entreprises étaient initialement favorables au télétravail et le sont toujours, alors que dans le deuxième groupe d'entreprises, c'est par exemple les services financiers, pour vous citer un exemple, les dirigeants étaient à l'origine opposés au télétravail et le sont encore plus après cette expérience-là. Aujourd'hui, alors là, vous parlez effectivement de ce qu'on appelle des expériences ouvertes ou pas. Emmanuelle Barbara, vous êtes donc, je l'ai dit, avocate en droit du travail. Vous travaillez essentiellement pour des entreprises, donc pour des employeurs. Et il me semble, dans nos échanges et dans les tribunes que vous publiez aussi, qu'on a, et c'est là où les résultats de François Dupuis semblent contre-intuitifs. Vous me disiez, ce télétravail fait voler en éclats le salariat tel qu'on le connaît. Ça veut dire quoi, le salariat tel qu'on le connaît? Et on pouvait comme ça se dire intuitivement que ça allait privilégier, en tout cas mettre en valeur et ne pas aller contre le travail plutôt par mission tel qu'on le connaît, avec des freelances par exemple, où le salarié travaillerait comme un freelance. Ce que François Dupuis nous dit, c'est que finalement ce n'est pas si vrai. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui en droit le salariat et pourquoi est-ce qu'intuitivement vous pensez que ça va recadrer le télétravail, le salariat sur la question de la mission? Oui, alors là ce sont toute une série, j'allais dire, de raccourcis dans l'expression de ce que l'on peut attendre de tout ce qui est à venir, puisque encore une fois, la mise en place d'un télétravail lorsqu'il n'est pas exigé par des circonstances exceptionnelles nécessitera d'abord une sorte de bilan, d'audit de la manière dont on travaille normalement, c'est-à-dire en gros pratiquement sur site, sur qui fait quoi, comment il exerce son activité, quelles sont les tâches ou les activités que l'on peut considérer au titre de fonction comme télétravaillables, et tout ce travail-là préalable va avoir aussi une implication sur la façon dont on est présent au travail. En d'autres termes, on n'est pas dans une situation où lorsqu'il n'y aura plus de crise sanitaire, à se demander si tout le monde sera en télétravail
ou pas tout le monde et ou pas tout le temps, mais comment les personnes qui ont des activités télétravaillables fonctionneront avec celles qui ont des fonctions qui ne sont pas télétravaillables. Et il y en a quand même une grosse partie, puisque on évoque qu'à peu près 32% des activités des salariés aujourd'hui pourraient faire l'objet d'activités télétravaillées. Donc ça veut dire quand même qu'il y a énormément d'activités qui doivent être effectuées, disons, sur un site, ou sur site ou ensemble. Et donc il faut coordonner toutes ces interactions nouvelles. Et une des manières que l'on observe s'agissant du télétravail pour qu'il soit réussi consiste à ce que les salariés en télétravail soient encadrés par des missions ou par des objectifs clairs à accomplir dans le cadre d'une activité donc en distanciel, et ça fait partie d'un des axes et d'une des priorités que l'on voit d'ailleurs dans le guide du télétravail produit par l'OIT en juin 2020. Donc on voit bien que cette idée de ne pas laisser le salarié perdu chez lui ou ailleurs que chez lui d'ailleurs, dans un tiers-lieu, doit être en effet animé ou conduit à produire une mission donnée. Et si on raisonne de la sorte, on s'aperçoit que l'on s'éloigne du mode opératoire assez traditionnel qui présidait en gros jusqu'alors, si je puis dire, où les salariés travaillent à une succession de tâches ou de missions qu'ils accomplissent, j'allais dire, sous, comme on dit, la subordination de leur hiérarchie, dans une forme de succession de tâches à accomplir, alors que la distance implique ou impliquerait de caractériser davantage ce qu'on attend de quelqu'un dans un temps donné, de manière à donner aux salariés la latitude pour agir, etc., pour éviter l'hyper-contrôle. Je rappelle, il y a un certain nombre de suggestions propres au télétravail qui doivent être le mieux possible maîtrisées et pas être mises en œuvre, notamment l'hyper-contrôle et l'hyper-connectivité. Donc cela implique des missions. Et si l'on définit les tâches des salariés par mission, on voit bien que l'on s'éloigne de la définition traditionnelle du salariat tel qu'on l'avait mise en œuvre avec un immense succès d'ailleurs tout au long du XXe siècle dans le cadre d'une activité, j'allais dire, entre guillemets, d'usine, c'est-à-dire adossée à une hiérarchie verticale dans un fonctionnement extrêmement normé et normalisé. Aujourd'hui, le télétravail vient en quelque sorte remettre en cause un mode opératoire éprouvé jusqu'alors de manière, j'allais dire, assez familière. Et donc là, on rentre dans un terrain un peu susceptible de donner lieu à des expérimentations, à des explorations dont on ne connaît pas encore le résultat, mais dont on peut penser que cela peut donner aux salariés et aux personnes physiques l'envie d'accomplir autrement leur activité, et aux entreprises de revoir entièrement la manière de concevoir l'organisation de leur entreprise. C'est pas simple. Et c'est un chantier totalement ouvert et pour lequel de nombreuses conversations ou polémiques peuvent s'instaurer, mais c'est intéressant de voir qu'on rentre dans un champ qui n'est à l'évidence pas habituel. Et c'est pour ça que le droit a dû encapsuler tout cela. On va en parler. Et à l'appréhender. On va en parler évidemment du droit tout de suite. Il est important d'avoir un socle commun pour tous les salariés. Anani, ça sert à ça, et d'autant plus que dans toutes les entreprises, il n'y a pas d'organisation syndicale pour négocier un accord d'entreprise. Donc au moins, il garantit les mêmes mesures pour tous les salariés. Qui a mené une enquête entre le 8 et le 24 avril, donc pendant le premier confinement. Elle démontre les dangers d'un télétravail qui n'est pas encadré, notamment un télétravail à temps plein, sans cadre collectif clair et défini au préalable et sans respect du droit. Et donc la nécessité d'encadrer le télétravail en négociant pour définir les modalités spécifiques qui garantissent le respect des droits des salariés, notamment en matière de temps de travail et prise en charge des frais professionnels. Il y a la question de volontariat qui est très importante aussi. Il faut que ce soit un double volontariat, la possibilité de réversibilité et que le salarié qui ne veut plus du télétravail puisse retourner à son poste. Donc il faut repenser le collectif de travail. Actuellement, le télétravail est présenté par les directions comme une faveur aux salariés, mais les gains financiers réalisés sont conséquents et il s'ajoute à cela les gains de productivité qui sont générés par l'activité en télétravail. Il faut dire que les salariés sont moins en arrêt maladie quand ils sont en télétravail, la réduction du temps de trajet, donc de stress que ça génère, de la fatigue, c'est aussi une opportunité pour repenser et optimiser les conditions de travail.
notamment en restituant les gains de productivité au service de l'amélioration du bien-être des salariés. C'était Naïla Glaise, membre du bureau de la CGT Ingé Cadre Tech, qui a participé aux discussions de l'ANI. Qu'est-ce que l'ANI? L'ANI, c'est l'accord national interprofessionnel qui a été avalisé le 26 novembre dernier. C'est un accord qui a un petit mois, au terme d'une négociation qui aura duré 3 semaines, bon, après 9 mois de vraies discussions. Alors 3 semaines, c'est très peu, je crois un record en termes de temps dans l'histoire du paritarisme. C'est un accord qui vient réactualiser le précédent ANI sur le télétravail, qui datait de 2005, autant dire que c'était antédiluvien en matière de télétravail. La CGT, qu'on entendait, a rejeté le texte, mais c'est un texte qui a, disons, plu plutôt aux organisations patronales et à la plupart des syndicats. Christophe Nguyen, certains pointent de vrais manques sur cet accord. Qu'est-ce qu'il devait ou pas poser, cet accord, et en quoi est-ce que vous considérez en tant que psychologue du travail qu'il y a des manques dans cet accord, notamment au regard de ce qu'on disait avec Emmanuel Barbara sur, par exemple, l'idée de mission, d'opportunité. Oui. Effectivement, cet accord n'est pas prescriptif ni normatif, donc ce qui a plu, on va dire plutôt, et ce qu'a voulu les organisations patronales, pour laisser aussi le champ à la négociation de au niveau de chaque société. Et ce qu'on a pu voir, nous, c'est que malgré la signature de nombreux accords sur le télétravail sur le terrain, j'ai envie de dire, ça n'a pas permis de clarifier un certain nombre des 2 points, et notamment les droits, mais aussi les devoirs des télétravailleurs. C'est bien normal en tant que tel, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que ces accords ne vont pas améliorer forcément le vécu au niveau du télétravail, même si... Qu'est-ce qui manque pour vous? Pourquoi est-ce que vous dites ça? Je dis ça parce que il n'est pas vraiment un guide de bonne pratique non plus sur finalement comment bien télétravailler en tant que tel. Je pense que il y a un enjeu autour, effectivement, non pas uniquement de faire la liste des droits en tant que tel, mais aussi de pouvoir clarifier les attentes des uns et des autres autour de comment on reparle du travail et comment on peut mieux bosser ensemble avec ces modalités. Ce qui manque, c'est effectivement aussi tout ce qui est autour de la prévention des risques psychosociaux en tant que tel, parce qu'on sait qu'il est potentiellement générateur, lié au délitement du lien social, à l'isolement, aux difficultés aussi de coopération. Donc il y a un enjeu pour moi aussi de pouvoir clarifier ces différents points. Mais je pense que le dialogue social peut agir dessus. Mais ce n'est que un guide, on va dire, qui incite à la négociation. Alors ça, effectivement, tout le monde l'a dit, il y a aujourd'hui vraisemblablement, et c'est les chiffres qu'on connaît par le MEDEF, près de 600 entreprises en France qui se seraient dotées d'une charte sur la question du télétravail en 2020. Ça fait beaucoup, c'est un beau mouvement. Avant de vous envoyer de vous intervenir, Emmanuel Barbara, vous parliez de l'hypercontrôle. Christophe Nguyen, il semblerait, selon vos baromètres, que les gens qui souffrent le plus du télétravail, paradoxalement, ce ne sont pas nécessairement les salariés, ce sont surtout les managers. Pourquoi ? Parce que le télétravail les confronte finalement à des pratiques nouvelles de management. Et ce qu'on a vu, parce qu'on a accompagné 8 ou 9 000 managers pendant cette période, c'est que la principale crainte qu'ils avaient par rapport à cela, c'était le décrochage d'un certain nombre de salariés dont on voyait petit à petit avec le temps qu'ils ne participaient plus aux réunions, qu'ils ne venaient plus, qu'ils ne coopéraient plus, on ne les voyait plus, ils disparaissaient des radars. Et il y avait aussi un vrai enjeu pour eux autour du contrôle du travail. Donc en France on parle souvent du présentéisme, de cette culture du temps passé au travail pour mesurer l'efficacité, et en tant que tel je pense que l'enjeu c'était de pouvoir vraiment faire confiance. Les 2/3 des managers disent que certains de leurs salariés abusent en télétravail, donc on ne sait pas s'ils travaillent ou pas. 8 sur 10 disent finalement je ne sais pas s'ils sont bien ou pas, mes salariés, quel est leur état moral. Donc si vous voulez, ce manque de visibilité en tant que tel est particulièrement pesant pour leur management et qui peut dériver vers de l'excessivité en termes de surcontrôle. Il y a quand même plus de la moitié des télétravailleurs qui disent qu'ils doivent plus être contrôlés aujourd'hui, qu'ils sont plus contrôlés de façon pointilleuse, et montrer qu'ils sont plus efficaces à distance qu'en présentiel. Donc on voit bien que cette question du droit et des devoirs des télétravailleurs est centrale et elle n'est pas encore clarifiée avec des accords. Ça, c'est certain. François Dupuis, à l'issue de ces entretiens que vous avez menés, est-ce que vous estimez, vous les avez menés pendant que ces négociations avaient lieu, est-ce que vous avez l'impression en tant que sociologue que c'est pertinent cet accord qui a été signé en novembre ?
Alors, je comprends très bien ce qu'a répondu la personne de la CGT que vous avez interviewée en disant il faut que tous les salariés soient couverts par quelque chose puisque c'est dans le principe même de la CGT de vouloir toujours tout couvrir. Personnellement, je me demande, je questionne, sans avoir une réponse définitive, l'utilité d'avoir un accord général sur le télétravail. Parce que quand on va faire des interviews, quand on va dans les entreprises, on se rend compte que ça a posé des problèmes qui sont très différents d'entreprise à entreprise. Et alors, de ce point de vue-là, ça explique pourquoi, finalement, c'est peut-être une bonne chose, cet accord est extrêmement général. Alors, je voudrais revenir sur un ou deux points que vient de mentionner Christophe Nguyen, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trouvé tout à fait les mêmes choses, en particulier sur le problème du contrôle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au début de la mise en œuvre du télétravail, il y a eu des tentatives de contrôle. Mais ces tentatives de contrôle, elles ont rapidement échoué. Pourquoi? Parce que les salariés, dans cette expérience de télétravail, ont découvert des formes d'autonomie, qui étaient d'ailleurs des formes de liberté qu'ils avaient découvert dans le confinement, et que ces formes d'autonomie ne pouvaient pas rendre acceptables des contrôles qui soient trop tatillons. Et puis vous parlez de transgression carrément, François Dupuis. Vous utilisez le terme transgression vous utilisez le terme de transgression généralisée. Alors, ce qui s'est passé, mais je vais le préciser. Vous voyez, quand j'entends le mot les managers, ou quand c'est un petit peu trop général. La catégorie qui a joué un rôle déterminant dans cette période de crise, c'est quand même l'encadrement de proximité. Et de ce point de vue-là, il y a eu un rapprochement qui s'est produit entre l'encadrement de proximité, c'est-à-dire celui qui est directement au contact des équipes, d'ailleurs que ce soit en présentiel ou en télétravail, et qui a assuré la continuation de l'activité. Donc de ce point de vue-là, il y a un rapprochement qui fait que finalement c'est pas à travers du contrôle pointilleux et tatillon qu'a pu continuer l'activité. Et je voudrais dire une chose, c'est que si on pose le problème de savoir, mais dans le fond, qui a été un peu exclu dans la période que nous venons de vivre en termes de management. C'est tout ce que l'on appelle le management intermédiaire. En fait, là même, on peut remarquer une chose. Pendant toute cette période, je peux poser la question, est-ce que vous avez entendu beaucoup parler de leader, de leadership, ce dont on nous rebat les oreilles à longueur de sessions, de coaching ou à longueur de LinkedIn ou de tout ce que vous voulez? Non, cette catégorie-là, elle a disparu et finalement, pourquoi? Parce que la gestion du télétravail dans la réalité, dans le concret de la vie des entreprises, ça a été une sorte de face-à-face entre les dirigeants qui ont été amenés à prendre des décisions qui consistaient à appliquer ce que les autorités politiques avaient décidé et qui consistaient d'autre part à faire jouer leurs relations pour doter leurs salariés de tous les équipements nécessaires et d'autre part cet encadrement de proximité jusque-là supposé uniquement à appliquer les ordres et qui a été obligé de pratiquer ce que l'on appelle la désobéissance organisationnelle pour arriver à ce qu'effectivement les choses marchent bien. Car on se rend compte aussi que les entreprises ont développé, enfin, on va dire les fonctions support-siège, pour utiliser cette expression, ont développé deux stratégies. Certaines se sont affolées en face du télétravail et ont multiplié les normes, les règlements, les prescriptions, les process. Je peux vous citer un exemple qui vous paraîtra incroyable. Dans une entreprise que je ne citerai pas, les fonctions support-siège ont émis un process pour expliquer comment on lavait les tasses à café. Donc, voilà. Et du coup, plus elles émettaient des process qui étaient complexes et qui compliquaient les choses, et plus le seul effet concret que ça produisait, c'est qu'elles multipliaient la désobéissance organisationnelle. Et personne n'a jamais reproché à l'encadrement de proximité cette désobéissance organisationnelle. D'autres, au contraire, ont eu ce que moi j'appelle des stratégies de compensation. C'est-à-dire, on dit, ok, ces gens-là sont dans une situation difficile d'encadrement de proximité, laissons-les faire ce qu'ils ont à faire comme ils veulent le faire, mais finalement, l'une ou l'autre des stratégies a démontré une chose, c'est que tout ce que l'on peut appeler le fatras bureaucratique, qui était dans une croissance incontrôlée avant cette période du Covid, dans à peu près toutes les entreprises, eh bien,
l'effet positif, si on peut s'exprimer ainsi, c'est de remettre en question cette partie des organisations, fonction support-siège, et redéfinir le rôle de ce que l'on peut appeler l'encadrement intermédiaire. Merci. Alors justement, on va revenir sur les questions qui sont loin finalement de l'accord. Ben oui, le terme de manager est trop large pour vous. Justement, on va se poser cette question de ce qui se passe après. France Culture, le temps du débat. Et le temps de débat continue, troisième partie de cette émission. On peut s'interroger au regard de ce qu'on a dit sur cet accord qui finalement ne bouleverse pas grand-chose, à ceci près qu'il réaffirme une notion très forte. On va en parler avec vous, Emmanuel Barbara, celle du double volontariat, apparition très forte dans le Code du travail. Cette idée de double volontariat, elle est très importante. Et si on en revient à la question qui nous anime depuis le début de cette émission, qui désire le télétravail, on peut peut-être parler du désir de télétravail des entreprises qui, me semble-t-il, et c'est ce qui vient aussi dans les données, semble beaucoup plus affirmé ou beaucoup plus clair qu'il ne semblait l'être auparavant, notamment avec le cas de l'entreprise PSA qui a annoncé à l'issue du premier confinement le groupe français qu'il envisageait d'imposer, en tout cas de demander le télétravail à une partie de ses salariés pour économiser 30% de sa surface de bureau. Emmanuel Barbara, qu'est-ce que ça veut dire en droit la notion de volontariat, de double volontariat? Qu'est-ce qui pourrait bouger à l'issue de cette phase? La notion de double volontariat est à ce titre particulier qu'elle peut, à la fin, comment dirais-je, poser un problème dans l'idée d'une stratégie qui serait unilatérale. Je m'explique. Qui dit double volontariat dit que l'hypothèse d'une entreprise qui, par exemple, décréterait le 100% télétravail pour des raisons d'économie diverses ou pour des raisons qui tiennent à la conception nouvelle de son activité, se heurterait à la problématique précisément du volontariat qui doit être traduit par un acte en ce sens par le salarié et surtout par le corollaire qui est la réversibilité. C'est-à-dire qu'un salarié tout à fait volontaire pour le télétravail peut y renoncer. Et c'est aussi inscrit et dans la loi et dans la ligne dont on parlait. Donc, ces idées que l'on puisse définitivement, soit en tant que salarié, vouloir le télétravail, c'est sans compter avec le volontariat de l'employeur. Et à l'inverse, décréter le télétravail pour son entreprise, c'est sans compter avec précisément la nécessité de relever le volontariat du salarié et de faire droit à une éventuelle demande de réversibilité, c'est-à-dire de retour à l'emploi tel qu'il était sur site. Donc ça contrecarre en quelque sorte des plans qui seraient trop outranciers en quelque sorte. Et c'est pourquoi l'accord d'entreprise est important. Mais pourtant là, si PSA prend cette décision, et d'ailleurs elle l'annonce publiquement, qu'est-ce que ça veut dire pour les salariés de PSA qui aujourd'hui sont en télétravail? Est-ce qu'ils ont droit de s'opposer à ce choix de leur entreprise? Et est-ce que si un groupe aussi emblématique fait ce choix, est-ce que ça ne risque pas aussi, vous parlez d'outrance, de donner une forme d'exemple à d'autres employeurs? Non, attendez, là, chez PSA, au-delà du fait que je ne connais pas l'accord et je ne suis pas sûre qu'il ait été à l'heure où nous parlons finalisé, parce que c'est un accord par hypothèse difficile, complexe à négocier, donc je ne sais pas exactement où il se... A priori, il n'est pas finalisé. Les annonces, ouais. Il n'est pas finalisé et c'est pas si simple que ça puisqu'il a été annoncé il y a quelques mois déjà de mémoire au début de l'été, donc comme étant dans le fond une conséquence presque naturelle et normale compte tenu de l'expérience que l'on avait vécue en grand, etc. Mais comme quoi c'est pas si simple parce que cet audit justement des activités de travail télétravaillables, des modalités effectives de fonctionnement notamment sur site, parce que qui dit télétravail, c'est pas un télétravail à 100%. Le problème c'est que nous on a en tête l'image de ce qu'a représenté ce confinement numéro 1 où on était numéro 1 et numéro 2 où en principe on est à 100% télétravail 5 jours sur 5. C'est pas pareil que de coordonner une activité par rotation ou par j'allais dire un télétravail à éclipse. On se trouve de manière présentielle précisément dans le site de l'entreprise 2 jours par semaine. Il faut voir comment on interagit avec les collègues, quelles équipes avec lesquelles fonctionnent sur le site, comment organiser et agencer les bureaux ou les salles de réunion pour que l'on sache
pour que l'on sache quel est le but du présentiel, parce que du coup la question se pose de savoir quel est le but du présentiel versus le but du télétravail. Donc tout ça est à repenser. Donc quand je dis que c'est tout tranquille, c'est l'hypothèse du télétravail à 100%. L'hypothèse du télétravail à 2 ou 3 jours pose des questions qui, à mon sens, et d'ailleurs ça a déjà été relevé, je crois, par PSA au gré d'un article que j'ai pu lire à ce sujet, que les sujets se régleront en marchant en quelque sorte, parce qu'il faut les éprouver pour apprendre. Et là, pour le coup, c'est tellement substantiel comme projet qu'à l'évidence, il y a beaucoup de sujets qui ne doivent pas être totalement appréhendés ou appréciés ou apprivoisables en l'état, si je puis dire, tant qu'on ne les a pas rencontrés. Donc tout cela est une sorte d'organisation. Enfin, c'est une expérience à la fois juridique, mais c'est une expérience juridique de créer un accord autour d'une situation qui est éminemment une expérience d'organisation et de management. Et d'ailleurs, il faut entendre François Dupuis et Christophe Nguyen pour bien se rendre compte que le sujet, c'est de savoir comment je peux appréhender et donner des règles, en quelque sorte, de prévention ou de fonctionnement à quelque chose qui est en train de naître sous nos yeux, en quelque sorte. Bien sûr. Christophe Nguyen, est-ce que vous avez la sensation que c'est bien de prendre des décisions et de voir comment on fait en marchant? Comment vous lisez une décision comme celle de PSA? Est-ce que c'est un bon signal? Alors moi, de ce que j'ai compris des décisions qui ont été faites, c'est dès le premier confinement, il me semble que le DRH avait annoncé le 100% télétravail pour tout le monde, et puis il y a eu le levé de bouclier des partenaires sociaux pour dire oui pour le télétravail, mais effectivement sur la base du double volontariat et pas tout le temps. Donc je pense que c'est plutôt vers là où ils vont. Effectivement, imposer le 100% télétravail, je pense que c'est une erreur et que ça peut générer énormément de problèmes psychologiques et de difficultés, en particulier pour les gens qui n'en veulent pas ou qui ne peuvent pas télétravailler. Ça semble une évidence, mais il faut le prendre en compte. Et je pense qu'aussi la question c'est tout autour du management, parce qu'il y a le double volontariat et le management de proximité qui est censé représenter, j'ai envie de dire, l'accord pour télétravailler. Il peut être particulièrement en difficulté parce que lui-même peut ne pas avoir confiance, lui-même peut ne pas savoir comment manager à distance et qui voit aussi les effets délétères chez certaines personnes qui ne supportent pas de télétravailler. Donc on voit qu'aussi il y a un enjeu autour de l'organisation du travail qui n'a pas été discuté en termes de fonctionnement. Quelles sont les tâches qui sont les plus télétravaillables et celles qui ne le sont pas? Qu'est-ce que le temps de bureau va nous permettre de faire et comment je peux suivre l'état des personnes, leur travail, leur mission, leur charge de travail à distance qui est un vrai enjeu en tant que tel, surtout quand on voit qu'il y a des aspirations d'équilibre des vies de plus en plus fortes de la part des salariés, en particulier des femmes, pour mieux concilier la vie pro et la vie perso. Comment on fait? Alors ça peut se heurter au droit avec une salariée qui veut coucher ses enfants à telle heure, à 20h, pour ensuite reprendre ses mails en tant que tel. Donc on peut être dans une zone grise. Et je pense que ça, c'est tout un enjeu parce qu'il y a une aspiration de plus en plus forte à pouvoir mieux équilibrer sa vie professionnelle avec sa vie personnelle, la souplesse que ça peut demander et au final aussi ce que ça questionne en termes de management. Nous, on voit beaucoup de managers qui nous disent, avec le temps, je vois des salariés qui confondent ce qu'est l'autonomie, ce qu'est l'indépendance, la souplesse et la flexibilité. Alors tout ça, ça a l'air d'être synonyme, mais je veux dire, pour faire simple, si à 15 heures vous pouvez faire vos courses et que votre manager vous appelle, est-ce que ça peut pas créer des malentendus? Et je pense qu'il y a un vrai enjeu de clarification. Et ça, c'est en marchant, en discutant surtout et en faisant des retours d'expérience par rapport à ça. Sauf que le droit, je pense qu'il peut être un peu trop rigide sur un certain nombre de points. Alors, le droit peut être un peu rigide sur un certain nombre de points. François Dupuis, vous êtes d'accord? François Dupuis, Emmanuelle Barbara, peut-être pas tout à fait en conclusion, mais presque quand même. On n'a pas abordé effectivement cette question de la discrimination, parce qu'on en avait beaucoup parlé au début du premier confinement. Évidemment, nous ne sommes pas tous égaux face au télétravail. Et on l'a dit, si au-delà de ce moment de crise, on entre dans une phase où on a de vraies réflexions là-dessus. Qu'en sera-t-il, Emmanuelle Barbara? Vous dites que vous n'avez pas encore beaucoup de contentieux. À quel point le contentieux va nous aider ou pas à régler ces problèmes sur la question des frais, sur la question des accidents du travail qui n'ont pas été réglés par ces accords? Et vous, François Dupuis, ensuite Emmanuelle Barbara, peut-être pour conclure, comment vous regardez justement ce désir de télétravail à la toute fin? Est-ce qu'il va être plus forcé, plus fort? Mais est-ce qu'il risque aussi d'être forcé de la même manière qu'avant le confinement, on avait trop tendance en France à le considérer comme une faveur? Est-ce qu'on ne va pas trop facilement le trouver séduisant? Ah, François Dupuis n'est plus avec nous, je crois. Nous ne l'entendons plus. Emmanuelle Barbara, est-ce que vous êtes là?
Oui, bien sûr. Alors, peut-être Emmanuelle Barbara, sur la question du contentieux, sur les discriminations, il y a un vrai sujet, quand même. Oui, c'est très intéressant parce que je regardais par curiosité l'état des contentieux en matière de télétravail en général. Il est évident que, à ma connaissance, il n'y a pas de décision autour de problèmes ou de contentieux qui auraient surgi au titre du confinement numéro 1, mais même très très peu de jurisprudence ne vient illustrer dans le fond les problématiques soulevées par le télétravail. Mais en revanche, je suis certaine qu'une mise en œuvre, une mise en place, une négociation sur le télétravail, j'allais dire à froid, c'est-à-dire le télétravail voulu, pensé, conçu comme une organisation d'entreprise, suscitera à l'évidence des contentieux en matière de temps de travail, contrôle, accident du travail, comme vous le disiez fort justement. Et à cet égard, la jurisprudence va être éminemment une source de droit, parce que la jurisprudence concourt à la création du droit, bien évidemment, et en ce domaine, il n'est pas exclu que l'on se trouve confronté à des manières ou à des raisonnements qui aujourd'hui ne sont pas encore sur la table, tant les difficultés ne sont pas véritablement encore éprouvées en grand. Et une question, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait licencier est-ce que des entreprises par exemple pourraient licencier un salarié sur la base des périodes qu'on a vécues en télétravail? Est-ce que c'est possible en droit? Non, attendez, en droit, on peut licencier quiconque pour des motifs qui tiennent à l'activité, au caractère disciplinaire ou aux compétences, etc., telles que le droit du travail le prévoit, puisqu'encore une fois, le télétravail ou le travail sur site ne différencie pas les motifs de licenciement. Mais maintenant, effectivement, moi, pour ma part, je n'ai pas vu encore de cas de figure de personnes licenciées au titre des périodes de confinement que l'on a vécu, ou plutôt de télétravail imposé. Je n'en ai pas vu. Mais ça risque d'arriver. D'ailleurs. Mais ça pourrait arriver, étant précisé que, évidemment, les circonstances de fait où précisément le salarié travaille loin du regard de l'employeur au sens du contrôle, j'allais dire tactile véritablement, que l'on avait sur site, pose des questions tout à fait inédites et sans doute passionnantes. On peut s'en douter. Ce sera passionnant. Christophe Nguyen, pour terminer. Oui, pour terminer, je dirais que en France, on a le don d'attendre les problèmes pour pouvoir apprendre finalement et parfois arriver à des catastrophes humaines. D'un point de vue de la santé, je pense au droit de la déconnexion. Je pense que ça serait bien de ne pas faire la même chose, c'est-à-dire d'attendre que des gens s'explosent en vol et s'épuisent pour ensuite rappeler un certain nombre de droits, et notamment le droit à la déconnexion, et pouvoir anticiper. Et je pense qu'on a beaucoup d'éléments, beaucoup de recherches qui permettent de savoir quelles sont les conséquences de ce travail à distance sur la santé des personnes, et qu'on pourrait effectivement anticiper. On pourrait anticiper, on en reste là pour ce soir. On n'aura pas le mot final de François Dupuis, sociologue du travail, qui nous a quittés sur Report It, mais qu'on salue bien bas, son travail à lire donc dans l'édition du Monde du 30 décembre sur le télétravail. Merci à vous François Dupuis, merci à Emmanuelle Barbara, avocate spécialiste en droit du travail au cabinet Auguste Debouzy, merci d'avoir été avec nous aussi. Christophe Nguyen, je rappelle que vous êtes psychologue du travail et le fondateur du cabinet Empreinte Humaine. Merci à toute l'équipe du Temps du Débat, à Séam Boutata qui a préparé cette émission avec moi, à Vanessa Nadjar qui était à la réalisation ce soir, à Clément Daté à la technique. Samedi prochain, bien sûr, vous retrouvez Raphaël Bourgois, mais dès lundi, Emmanuel Laurentin qui se posera une question: comment éviter le décrochage scolaire mais aussi social chez les jeunes? N'oubliez pas que votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain, c'est Esprit Public, le retour d'Émilie Aubry qui, avec ses invités, se pose elle aussi la question du désir. Quel désir de politique et d'avenir en France en 2021? Tout de suite, on retrouve Politique d'Hervé Gardette avec la ministre